Sans l'aide de Doña Malinche, jamais nous n'aurions pu prendre le Mexique, écrit le chroniqueur espagnol Bernal del Castillo dans son œuvre monumentale L'histoire véridique de la conquête du Mexique, rédigée au milieu du XVIe siècle. Bernal, qui participa aux expéditions espagnoles de 1518 à 1521, offre à travers son récit un témoignage exceptionnel des causes et des conséquences de la chute de l'empire mésoaméricain des Aztèques. Et une femme, qu'il appelle Doña Malinche, y occupe une place fondamentale. C'est son histoire que nous allons découvrir ensemble. Bonjour et bienvenue sur Anecdota. La période des grandes découvertes commence généralement en l'an 1492. En effet, les souverains espagnols Ferdinand et Isabelle, après avoir conquis le dernier royaume mort d'Andalousie, projettent un grand plan d'expansion en direction de l'Afrique du Nord, toujours animé de l'esprit de Reconquista qui enflamme les esprits de la noblesse ibérique. La colonisation des îles Canaries est un exemple de cette volonté d'expansion. Ce n'est donc pas un hasard si Ferdinand et Isabelle acceptent le projet d'un certain navigateur génois nommé Christophe Colomb, même s'ils n'ont pas parié beaucoup dessus au départ. De quel projet parlons-nous ? Tout simplement la recherche d'une nouvelle grande route commerciale en direction de la mystérieuse Asie, là où poussent les épices qui valent des fortunes. Alors un seul obstacle se mit en travers de la route de Colomb, littéralement, c'est le continent américain. Il est le premier Européen à y poser le pied depuis Éric le Rouge au Xe siècle, et il est surtout le premier Européen à revenir en parler en Europe comme d'une nouvelle terre à prendre, un nouveau paradis terrestre. Colomb meurt en disgrâce en 1506, persuadé d'avoir touché l'Asie et obnubilé par cette soi-disant route vers l'ouest. Sa découverte ne va cependant pas passer inaperçue, et les souverains espagnols et portugais vont tenter de profiter de cet avantage en envoyant de nombreuses expéditions vers ces nouvelles terres. Ils découvrent et explorent rapidement les côtes du Labrador et du Brésil, mais aussi les côtes d'Amérique centrale et les îles des Antilles. Très rapidement, les îles d'Hispaniola et de Cuba sont conquises sur les indigènes et les Espagnols y installent les premiers gouvernements coloniaux, basés sur la culture intensive de produits de luxe comme la canne à sucre. Mais ce qui anime le plus les esprits des colons reste la promesse de l'or. Assez déçus par le peu d'or trouvé à Cuba et Hispaniola, on commence à envoyer des expéditions sur le continent mésoaméricain, alors que des rumeurs circulent sur la présence d'un vaste et riche empire perdu dans les hauts plateaux mexicains. Ce que nous appelons l'Empire aztèque est en réalité une puissante confédération de cités-États soumises aux seigneurs des villes que l'on nomme la Triple Alliance, les Hueytlatoani de Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan. On parle aussi de tribunal des trois sièges ou d'empire des trois têtes dans les documents aztèques. Mais parler d'empire au sens européen et moderne du terme est quelque peu anachronique, puisqu'en réalité cet ensemble n'est qu'un conglomérat d'États tributaires vaincus par la Triple Alliance au cours de précédentes guerres et donc forcés de donner des tributs, généralement de l'or et des esclaves. Afin de résumer très rapidement, et en reprenant les mots du chercheur Michel Grolich, on peut tout simplement dire que l'Empire aztèque tenait du racket. Trois gangs alliés, ayant chacun un territoire privilégié, intimidés de toutes parts pour obtenir des versements réguliers en échange de leur protection. Pour la suite de la vidéo, afin de simplifier mon propos, je vais quand même utiliser le terme d'Empire aztèque et celui d'Empereur aztèque. Cette triple alliance était très déséquilibrée en faveur de Tenochtitlan. En effet, les chefs successifs de cette ville ont su prendre l'ascendant sur les deux autres en favorisant le commerce, en développant leur cité sur un lac, leur assurant donc une forteresse presque inexpugnable, mais aussi en ayant une puissante caste de noblesse militaire. De fait, Texcoco et Tlacopan, les deux autres cités de l'Alliance ne sont plus, à l'arrivée des premiers conquistadors et colons espagnols, que des quartiers un peu excentrés de l'immense métropole de Tenochtitlan, dont l'empereur, alors l'énergique Moctezuma II, dirige une fédération de plus de 20 millions d'habitants et qui couvre plus de 200 000 km², des côtes de l'océan Pacifique à la mer des Caraïbes. Mais de la mer des Caraïbes débarquent alors ce qui semble être des pillards aux yeux des populations côtières aztèques et mayas. L'un de ces pillards est Hernán Cortés, notaire de profession mais aventurier dans l'âme. Sans le sou, il essaya d'abord de faire fortune en Espagne, puis à Cuba, mais sans vraiment rencontrer le succès. Les rumeurs de grandes richesses trouvées sur le continent attisent son envie de participer lui aussi aux explorations lancées depuis la Havane. Il décide de vendre la totalité de ses biens afin d'armer quelques vaisseaux et de partir lui-même à la tête de cette petite troupe, d'une manière totalement illégale, puisque le gouverneur de Cuba, Diego Velázquez, le lui avait tout simplement interdit. Il part donc illégalement en novembre 1518 en direction du Yucatan, avec 11 navires, 600 Espagnols et presque 200 esclaves indiens. Il accoste pour la première fois à l'extrême est du Yucatan fin décembre 1518, où il libère quelques prisonniers espagnols, dont Jerónimo de Aguilar, qui connaît des rudiments de maya et qui lui sert donc d'interprète.
Ils contournent ensuite la péninsule et accostent dans la région de Tabasco en mars 1519. Le contact avec les populations mayas est difficile, puisque Cortés s'attendait à trouver des populations locales facilement subjugables. S'ensuit donc plusieurs affrontements que les Espagnols remportent aisément. Comme tribut, les chefs mayas locaux lui offrent des présents en or, mais aussi quelques esclaves, dont une jeune femme prénommée la Malinche. La Malinche naît vers 1500 dans les provinces sud du Mexique actuel, probablement dans l'Oaxaca. Elle est issue d'une famille aristocratique locale, d'où son nom de Malinche, qui provient du Nahua Malintzin, et où le Tzin est une marque de noblesse. Elle s'appelle probablement à l'origine Malina ou Malini. Dans les rixes et les raids fréquents entre le monde Nahua des Aztèques et celui des Mayas, Malinche est capturée lors d'une razzia et vendue comme esclave chez les chefs de la région de Tabasco. Son sort n'est pas très enviable, puisque les prisonniers de guerre sont souvent sacrifiés à des dieux locaux après leur période de servitude. L'arrivée des Espagnols au même moment permet à Malinche de voir une porte de sortie. Elle est donnée en cadeau à ces hommes blancs venus de la mer, mais son sort ne s'améliore pas vraiment. Elle reste une esclave au service des chefs espagnols, dont fait partie Cortés. La seule nouveauté est qu'elle est immédiatement baptisée sous le nom de Marina. Elle s'impose pour la première fois lors d'une entrevue avec des ambassadeurs aztèques dépêchés par Moctezuma II. Ce dernier a appris l'existence d'un groupe mené par d'étranges hommes barbus à la peau blanche, débarqués de la Grande Mer orientale. De naturel prudent, il préfère envoyer des espions et des ambassadeurs afin de jauger les volontés de ces inconnus. En effet, une légende court chez les Aztèques. Un jour, le dieu Quetzalcoatl reviendra depuis l'Est afin de reconquérir la terre du Mexique. Se pourrait-il alors que ces hommes soient des envoyés des dieux, voire des dieux eux-mêmes ? Lors de ces entrevues, l'échange n'est pas aisé. En effet, l'interprète officiel de Cortés, Geronimo, ne comprend que le maya. Or, les envoyés de Moctezuma ne parlent qu'en Nahua. C'est là que Malinche intervient, traduisant le Nahua en maya à Geronimo, qui à son tour transmet les informations à Cortés. Elle devient le maillon indispensable de la communication entre les Espagnols et les officiels aztèques. Elle apprend alors l'espagnol afin d'être plus efficace et d'éviter les erreurs de traduction, et devient indispensable à Cortés. D'ailleurs, ils deviennent rapidement amants. La troupe de Cortés décide de pousser son avantage et fait quelques démonstrations militaires qui impressionnent les Aztèques. Les armes à feu, les chevaux et les épées en fer leur sont en effet inconnues. Outrepassant les demandes des Aztèques, qui voulaient les faire déguerpir en échange de cadeaux, les Espagnols décident d'aller directement à la rencontre de Moctezuma à Tenochtitlan, en traversant la jungle. Et afin d'éviter tout retour en arrière et forcer ses hommes à le suivre, Cortés fait échouer ses navires. Traverser les hautes terres mexicaines n'est pas chose aisée, d'autant plus qu'il faut traverser des territoires ouvertement hostiles, comme ceux contrôlés par la cité-État de Tlaxcala. Les Tlaxcaltèques sont farouchement indépendants et sont les ennemis jurés des Aztèques. Alors voir une troupe armée aller à Tenochtitlan ne peut être qu'une provocation de plus. Ici aussi, la Malinche va se révéler un atout majeur pour le camp espagnol. Après quelques échauffourées, dont les Espagnols ressortent difficilement vainqueurs cette fois, elle va convaincre Cortés et les seigneurs tlaxcaltèques de coopérer plutôt que de s'affronter. C'est un retournement politique majeur. Cortés comprend alors que l'Empire aztèque n'est pas aussi solide qu'il en a l'air, puisque les peuples sous sa domination lui sont largement hostiles. Et pour Tlaxcala, cette alliance avec les Espagnols lui permet de briser l'encerclement de leur terre une bonne fois pour toutes. Cortés et ses hommes, guidés désormais par les Tlaxcaltèques, avancent en direction de la capitale Tenochtitlan. Moctezuma tente de les dissuader d'aller plus avant, insiste sur les dangers de la jungle, du relief, offre des cadeaux. Mais aucune de ces stratégies ne fonctionne, au contraire, cela renforce la volonté des Espagnols. Les récits aztèques mentionnent leur avidité sans limite, puisque les Espagnols sont comparés à des singes dérobant et volant tout sur leur passage. Octobre 1519. Installée dans la ville-étape de Cholula, la Malinche prévient les Espagnols d'une rumeur. Les habitants, pro-aztèques, vont tenter une embuscade militaire. C'est le premier grand massacre des indigènes amérindiens par des Européens, puisque presque 6000 personnes sont tuées en une nuit. Alors des controverses subsistent toujours de nos jours sur les véritables causes de ce carnage. La version officielle, celle des Espagnols, reste que la population leur était hostile et tenta une opération militaire. Cependant, on peut aussi y voir la marque des Tlaxcaltèques, qui voyaient la cité de Cholula comme une rivale passée dans le camp des Aztèques. On peut aussi penser que ce fut tout simplement une décision radicale des Espagnols afin de terrifier les populations et d'assurer leur domination. Quoi qu'il en soit, la population est massacrée et la ville pillée. Cortés et Malinche reprennent leur route vers Tenochtitlan en novembre 1519 et partout où ils passent, tentent de soulever les populations contre Moctezuma II. Ils arrivèrent enfin devant Tenochtitlan vers le 15 novembre 1519 et ils sont éblouis par la beauté de cette métropole indigène
qui surpasse tout ce qu'ils ont pu voir en Europe. Cette cité lacustre, couverte de temples et de pyramides, abrite une population comprise entre 300 000 et 500 000 habitants, ce qui en fait l'une des plus grandes villes du monde à l'époque. Tandis qu'un système de digues et de canaux régule la hauteur de l'eau et protège la ville de toute attaque. Reçu en personne par Moctezuma II, qui fut assez surpris par la présence d'une femme aztèque aux côtés de l'envahisseur, Cortés et la Malinche s'installent dans un des palais de la cité. Partis de rien, voilà les Espagnols hôtes de ceux qu'ils tentent de soumettre. D'autant plus que la situation est délicate. Ils ne sont que quelques centaines contre plusieurs milliers d'Aztèques qui n'approuvent plus les indécisions de Moctezuma. Afin de contrôler efficacement l'empereur et la capitale, Cortés a recours à la violence et la terreur. Il exécute des chefs aztèques qui avaient attaqué sa colonie côtière de Veracruz, pille allègrement les trésors et les objets en or, exige un serment de vassalité de la part de la noblesse. Moctezuma, alors otage dans son propre palais, ne peut qu'accéder aux demandes de plus en plus extravagantes de Cortés, traduites par la Malinche. Ces derniers le soupçonnent cependant de tramer une révolte et décident d'une attaque préventive en mai 1520 lors d'une fête religieuse réunissant l'aristocratie. C'est le deuxième grand massacre de population civile commis par les Espagnols, puisque l'on parle de plusieurs milliers de morts. Sur les harangues de Cortés et la Malinche, Moctezuma tente de calmer la population, mais il est tué dans l'affrontement. Les causes de sa mort sont inconnues. Les chroniques espagnoles mentionnent un lynchage en règle par les Aztèques, alors que les codex aztèques parlent d'un assassinat pur et simple de leur empereur, alors aux mains des Espagnols. La fuite de ces derniers, dans la nuit du 30 juin, est restée célèbre sous le nom de Noche Triste, la triste nuit, puisqu'ils laissèrent derrière eux un grand nombre de trésors et subirent d'importantes pertes humaines. On parle de milliers d'indigènes alliés et plusieurs centaines d'Espagnols qui gisent morts dans les rues de Tenochtitlan. Réfugié à Tlaxcala, Cortés décide de mener le siège de la capitale aztèque. Pour en finir définitivement, il lève une armée de plusieurs milliers d'indigènes ennemis des Aztèques, des Tlaxcaltèques pour la plupart, et construit plusieurs navires de guerre sur le lac Texcoco. Dans le même temps, une nouvelle maladie se propage chez les Amérindiens, la variole, et elle emporte le successeur de Moctezuma, Cuitlahuac, affaiblissant encore la cause des Aztèques. Le siège est mis devant Tenochtitlan en mai 1521, qui résistera 75 jours aux assauts terrestres et navals. Malgré la résistance presque acharnée des Aztèques, puisqu'on parle d'une conquête maison par maison et rue par rue, Tenochtitlan est prise et détruite le 13 août 1521. Le dernier empereur, Cuauhtémoc, est capturé et torturé. Les pertes aztèques sont considérables, puisqu'on compte entre 100 000 et 250 000 morts. Après la chute de l'Empire aztèque, vient le temps de la reconstruction et de la colonisation. Cortés est confirmé par Charles Quint dans son rôle de gouverneur du Mexique, que l'on appelle désormais la Nouvelle-Espagne, alors que la Malinche accouche de leur premier enfant, le premier métis mexicain prénommé Martine. Loin d'être écartée, elle va participer aux côtés de Cortés aux expéditions de conquêtes espagnoles au Honduras et dans le nord du Mexique. Elle décède, sans doute de maladie, en 1528, âgée de moins de 30 ans, mais en ayant marqué toute une génération. Dans les différentes chroniques, qu'elles soient espagnoles ou indigènes, la Malinche est toujours représentée et semble même détenir un certain pouvoir de commandement sur les troupes. Aujourd'hui, la Malinche est une figure emblématique au Mexique, mais elle suscite autant de controverses que d'admiration. Elle est soit montrée comme l'archétype de la traîtresse, son nom même deviendra un synonyme de quelqu'un qui renie ses origines et son peuple, on parle de Malinchista, ou alors elle est vue comme le symbole de la nouvelle nation mexicaine naissante, conjuguant héritage indien et espagnol. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, des remarques, des critiques, ne pas hésiter à laisser un commentaire. Je lirai tout ça avec attention. Et quant à moi, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, et on se voit plus tard. À plus!